Bonjour chers élèves de terminale, je vous retrouve pour cette vidéo B. Donc il y aura la vidéo B et la vidéo C cette semaine qui seront à prendre en note. Donc en gros, ça va être donc les deux sous-parties qui vont amener à la fin du grand 3. Donc la première, ça va être la voie de la collaboration. Évidemment la deuxième, c'est la voie de la résistance. J'ai préféré faire ça finalement de manière thématique. Parce que comme ça, je pensais que c'est plus cohérent. Il n'y a pas forcément, il y a pas, il y a des dates importantes, mais il n'y a pas forcément de date de rupture pour la France à l'intérieur de cette période 1940-1944, quoi. Finalement, on a deux camps qui vont devenir de plus en plus irréconciliables. Donc la collaboration, donc la voie de la collaboration d'un côté et la voie de la résistance derrière, mais quelque part, il n'y a pas de différence fondamentale au niveau des dates, hein. La première photo je vous montre, c'est dans ce B, la voie de la collaboration, c'est la photo la plus emblématique, c'est la photo du 24 octobre 1940 de l'entretien de Montoire. Donc à Montoire, en France, on a donc le maréchal Pétain qui rencontre donc le chancelier du Reich, Adolf Hitler. À la suite de cela, on a un discours du 30 octobre où le maréchal Pétain annonce entrer dans la voie de la collaboration. Je vous le fais écouter tout de suite. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible 4 mois après la défaite de nos armes que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. À tous ceux qui attendent aujourd'hui le salut de la France, je tiens à dire que ce salut est d'abord entre nos mains. À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de tout Français est d'avoir confiance. À ceux qui doutent, comme à ceux qui s'obstinent, je rappellerai qu'en se raidissant à l'excès, les plus belles attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de leur force. Celui qui a pris en main les destinées de la France a le devoir de créer l'atmosphère la plus favorable à la sauvegarde des intérêts du pays. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. Donc ce discours-là, il annonce clairement effectivement la naissance d'une collaboration d'État entre la France de Vichy et l'Allemagne nazie, parce que ça effectivement, ça c'est la grosse différence entre ce que nous on sait et ce que Pétain finalement ne dit pas dans son discours, c'est effectivement que c'est pas n'importe quelle Allemagne, et c'est qui va avoir des conséquences extrêmement graves. Donc effectivement, on a donc cette voie de la collaboration qui est annoncée, qui sera donc celle qui va être suivie par le maréchal Pétain et son premier ministre, qui est l'autre personnage de la période à connaître, Pierre Laval. Donc d'ailleurs Pierre Laval, vous l'avez en photo sur la droite, hein, dans
la une du journal que je vais vous mettre. Effectivement, donc Pétain a depuis le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs. Le Parlement français lui a donné tous les pouvoirs pour établir donc une nouvelle constitution. C'est la naissance de ce qu'on va appeler l'État français. À savoir effectivement donc une parenthèse, hein, puisque dans l'histoire de la République, puisqu'effectivement donc le maréchal Pétain a des pouvoirs extrêmement élevés. Hein. Son premier ministre Pierre Laval lui avait dit par boutade, maintenant vous avez plus de pouvoir, monsieur le maréchal, que Louis XIV n'en a jamais eu. Effectivement, la majorité des députés ont suicidé la République, hein, 569 voix pour, le donner les pleins pouvoirs au maréchal, contre 80, donc sur les 649 votants. À partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale n'existe plus vraiment. En fait, tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires sont entre les mains du gouvernement du maréchal Pétain. Donc effectivement, il a ses pleins pouvoirs non seulement sur la France de Vichy, et la France de Vichy, donc c'est la zone libre, mais c'est aussi la zone occupée. Finalement, à part pour les affaires militaires, c'est le fait que les Allemands occupent ce territoire. Donc on a deux finalement autorités concurrentes. D'un côté, on a l'autorité de Vichy sur tout ce qui va être vie intérieure, vie civile, et de l'autre côté, on a une autorité militaire allemande. D'ailleurs, les deux peuvent interférer dans la zone occupée. Par contre, la zone libre, elle est complètement sous autorité française jusqu'en 1942, juste en 1942. Et effectivement, donc, on a le maréchal Pétain qui a donc plein les pouvoirs. Donc, le maréchal Pétain, qui c'est exactement? Alors, il faut savoir que Pétain, c'est quelqu'un de très très âgé. Hein. Il est né en 1856, pour vous faire une idée. Hein. C'est un homme qui était déjà âgé pendant la Première Guerre mondiale, qui avait une réputation qui était glorieuse, hein, finalement en 1940, extrêmement glorieuse pour l'ensemble des Français. Hein. C'est le seul maréchal français survivant donc, de la Première Guerre mondiale qui a encore des positions officielles en 1940. Il a la réputation d'être justifié, d'être le vainqueur de Verdun, et aussi celui qui a épargné la vie des Français en refusant les offensives inutiles à partir de 1917. C'est ce qui l'a rendu extrêmement populaire auprès des anciens combattants. Si jamais on regarde un petit peu finalement d'autres opinions, il y avait certaines personnes qui justement leur reprochaient aussi son extrême prudence, ce qui a pu jouer justement dans sa décision de ne pas continuer le combat après 1940. Hein. Donc ça a pu jouer, c'est une personnalité qui est prudente. Et surtout, c'est une personnalité qui est fondamentalement réactionnaire, conservatrice, anti-républicaine. Le maréchal Pétain, comme beaucoup de militaires, n'est pas attaché du tout à la République. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que le régime qui va se mettre en place, c'est pas un régime comparable à Adolf Hitler ou à Benito Mussolini. Quelque part, on est très très proche de ce que font des gens comme Franco en Espagne à la même époque ou Salazar au Portugal, à savoir une dictature conservatrice hein, qui s'appuie, vous le voyez avec cette image-là, sur ce qui est censé être les forces vives de la France, la famille, qu'on retrouve d'ailleurs dans la fameuse devise hein, qui va remplacer donc, la devise française, qui s'appuie donc sur les notions de travail, de patrie, qui remplace la nation. Donc effectivement, donc, une devise travail, famille, patrie, qui met en avant une France traditionnelle, conservatrice, axée sur le travail, axée sur la famille, axée sur l'amour de la patrie, et qui n'a plus que faire donc des valeurs républicaines classiques. Donc ça se retrouve pour ceux qui le valorisent. Hein. On a des symboles qui vont devenir forts, comme la francisque, hein, ce que vous voyez là, donc qui est l'emblème, là aussi, un vieil emblème, c'était l'emblème des rois francs, donc aux origines de la France. Et une autorité, par exemple, de l'Église, donc de toutes les autorités conservatrices, qui va être assez importante. Et évidemment, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui va être rejeté, c'est que pour le maréchal Pétain, la défaite, elle doit absolument pas être mise sur le dos de l'armée. Pourtant, on a vu que globalement, c'est surtout l'armée qui, son commandement, plus que d'ailleurs que les soldats, qui ont manqué leur devoir. C'est l'armée et son commandement qui ont provoqué la défaite de 1940. Évidemment, le maréchal Pétain, dans cette optique, il veut absolument donc protéger l'honneur de l'armée et c'est pour ça qu'il va promouvoir dans ce qu'on appelle la révolution nationale, donc la promotion des valeurs dont on a déjà parlé, et aussi la dénonciation de toutes les valeurs républicaines. Donc cette image-là, il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vue. Évidemment, on voit l'étoile de David, donc qui montre effectivement l'étoile de David qui, évidemment, fait allusion donc aux Juifs qui sont ses problèmes.
C'est pas les seuls, hein. On a le drapeau rouge, la mention communisme en bas, qui évoque bien effectivement donc l'influence que la France aurait perdue à cause de l'influence du communisme et du judaïsme, mais pas seulement. Elle est censée aussi avoir perdu à cause du capitalisme, du parlementarisme, de la démocratie, hein. Le mot est coupé, hein, peut-être pour pas que ça apparaisse trop flagrant. Mais effectivement, sur la paresse, la démagogie, l'internationalisme, qui évidemment s'oppose totalement aux trois valeurs donc cardinales de la Révolution nationale. Donc effectivement, on a un régime dictatorial qui s'établit en France, extrêmement conservateur, et où effectivement le maréchal Pétain et la plupart des collaborateurs s'inscrivent dans le cadre d'une Europe qu'ils pensent être une Europe allemande. Une Europe où la France peut avoir une place, mais une place secondaire derrière l'Allemagne, on va dire être le numéro 2. Donc pour l'idée étant que le numéro 2, ça vaut mieux, donc vaut mieux être le numéro 2 donc, dans une Europe allemande finalement, donc être laissé au rang d'ennemi. Et effectivement, ça va être le cas de toute la politique du maréchal Pétain. Donc que ce soit donc dans la pratique du STO. Le STO, c'est le service de travail obligatoire. On va envoyer entre 1942 et 1944 600 000 travailleurs français en Allemagne qui vont permettre finalement à l'industrie allemande de tourner, puisqu'effectivement, ils remplacent donc les Allemands qui sont partis donc au combat, avec effectivement l'idée que ces soldats allemands qui sont partis défendre l'Europe contre les hordes slaves, communistes et juives, finalement, il faut les remplacer par un geste fraternel d'aide finalement française. Plus ça, plus le fait qu'aussi on promet aussi à la France, qui se fera jamais vraiment, finalement de lui renvoyer autant de soldats prisonniers, donc en 1940, que de ouvriers qu'elle peut envoyer à ce moment-là. Et on ne s'arrête pas là, on crée aussi donc il y a la milice, qui est une sorte d'organisation paramilitaire qui va se créer donc en 1943. Et cette milice, elle va traquer donc la résistance, les résistants aux côtés des Alliés, ainsi que les Juifs et tous les gens qui sont susceptibles de gêner le régime. Ça arrive même très loin, puisqu'on a aussi la division SS Charlemagne, qui sont donc des volontaires français, qui choisissent donc de rejoindre la Waffen-SS, les unités SS combattantes, donc des purs nazis. Et ces gens-là, donc ces Français profondément pro-nazis, seront parmi les premiers défenseurs de Berlin. Les derniers défenseurs de Berlin, donc en 1945. Évidemment, la raison pour laquelle Vichy est aujourd'hui un régime honni, un régime détesté par l'écrasante majorité des Français, on va dire, même s'il y a quelques nostalgiques, c'est évidemment la politique anti-juive du maréchal Pétain qui va être odieuse. Effectivement, on a cette idée donc de politique antisémite et là je vais revenir un petit peu plus tard. On fera ça en même temps que l'épuration, histoire de pas surcharger les vidéos, puisque comme vous le savez, quand on est un tout petit youtubeur, on peut pas forcément donc faire des très longues vidéos. Donc je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur la collaboration. Merci.